Drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Vous avez sûrement entendu des gens décréter que certaines technos ne sont pas du dev, voire qu'un tel n'est pas un vrai dev. Comme si la connaissance ou non d'un langage serait le seul signe d'appartenance à un groupe supposé comme supérieur. Ces mêmes langages qui évoluent d'ailleurs dans le temps et qui au final font changer les règles d'adhésion à ce même groupe. Alors que tout ça est une connaissance et que donc ça peut s'apprendre. Mais alors, est-ce que tout le monde peut être un dev? Faut-il que tout le monde apprenne le code? Et surtout, par où commencer? Pour répondre à ces questions d'appartenance, je ne reçois pas Anton Higo, mais il s'y connaît en recette. Quentin, bonjour. Bonjour Bruno. Alors Quentin, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Avec plaisir. Alors déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast. Donc, je m'appelle Quentin. Je suis, pour me présenter, on va dire, le créateur de la chaîne Développeur Libre, de la chaîne YouTube. Et pour me présenter plus en détail, mais en restant assez concis, j'espère. Je suis issu d'une formation ingénieur. Donc, j'ai suivi une école d'ingénieur en informatique. J'ai été diplômé tout récemment, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et en fait, donc pour faire très court, durant mes études, je me suis intéressé assez vite à l'entrepreneuriat. Alors au début, c'était très vague. Je ne savais pas forcément ce que ça voulait dire concrètement. Mais très vite, en fait, j'ai rencontré, on va dire, un problème qui était que en école d'ingénieur, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était le développement mobile et plus particulièrement le développement iOS. Bon, ça, je pense que c'est juste parce que le Noël précédent, j'avais reçu un nouvel iPhone. Et voilà, je me suis petit à petit passionné pour le monde d'Apple, le monde iOS. Et j'avais envie de créer mes premières applications parce que en école d'ingénieur, on te faisait faire un logiciel en C, on te faisait faire des premiers sites web. Bon, c'était cool, c'était très intéressant. Mais moi, j'avais envie de concrétiser ça sur mon nouveau téléphone. Et donc, j'étais un petit peu frustré par ça et j'ai vite fait quelques recherches sur Internet pour apprendre à développer mes premières applications iOS. Et je me suis rendu compte que, certes, on trouvait des choses, mais c'était quand même assez difficile. Moi, j'étais perdu, je ne savais pas par où commencer. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne YouTube, non pas pour montrer aux autres que moi, je savais faire et pas eux, et du coup, leur expliquer comment faire, mais plutôt pour partager mon apprentissage, mon voyage, et montrer aux gens que c'est tout à fait possible, leur partager mes faiblesses et leur faire comprendre que voilà, moi je suis dans une situation où j'ai quelques connaissances en programmation, mais je ne baigne pas dedans depuis 10 ans. Hein, et pour autant, j'avance petit à petit et je me forme en ligne et je partage voilà, mes ressources, mes connaissances. Et c'est de là qu'est née cette chaîne YouTube. Et petit à petit, les soirs et les week-ends, j'y ai travaillé. J'ai commencé à réfléchir à comment proposer mes propres formations. Et en fin d'études, on m'a pas proposé justement de continuer, de prolonger mon stage de fin d'études pour un emploi à plein temps. Et je me suis dit, c'est le signe du destin. Je me lance à plein temps dans mon activité d'entrepreneur, on va dire, de YouTube et de création de formation. Et voilà où j'en suis à plein temps depuis maintenant un peu plus d'un an. Et donc du coup, tu as appris le développement Swift, entre guillemets, on va dire en live, sur ta chaîne avec ton audience. Alors, effectivement, j'ai appris le développement Swift, on va dire, comme tu dis, en live sur ma chaîne YouTube. Alors, pourquoi je nuance? Parce que, certes, les premières vidéos, c'était des vidéos tutoriels. Donc, voilà, j'expliquais les bases de la programmation et les bases du développement Swift/iOS. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que pour faire grossir la chaîne YouTube, il fallait quand même créer des contenus. En tout cas, c'est
c'est mon expérience, mon retour d'expérience. Pour faire grossir la chaîne YouTube, il fallait quand même créer du contenu qui soit informatif, mais aussi divertissant. Donc, je me suis un petit peu éloigné de ces vidéos très tutoriels où j'explique des trucs quand même assez poussés qui n'intéressent pas forcément tout le monde, pour justement déplacer cette partie très technique dans des formations, donc des formations plus poussées, où là, il y a beaucoup moins d'effets, enfin, pas d'effets spéciaux, mais il y a beaucoup moins de montage, c'est quelque chose de beaucoup plus brut, et quelque chose de beaucoup plus axé sur le technique. Donc tout ça, je l'ai déplacé dans les formations que j'ai proposées assez rapidement sur mon site, pour laisser place sur YouTube à un contenu infotainment, entre guillemets, donc à la fois divertissant, mais en essayant d'apporter un maximum de valeur. Ok. Alors du coup, on a fait juste avant le compilé de l'épisode 121 qui était dédié à la maintenabilité. On a évoqué le fait que tu as beau avoir des best practices, avec le temps, ton code en fait pourrit, et donc si tu fais pas suffisamment de refactoring, il y a une espèce de pourrissement naturel, on va dire, de ton code. Et quand tu reviens dessus, ça peut être parfois difficile. Est-ce que ça veut dire que toi qui as commencé cette aventure-là il y a il y a à peu près 5 ans maintenant, est-ce que quand tu reviens du coup sur tes premières formations, sur tes premières vidéos, est-ce que du coup tu as un petit peu les yeux qui saignent de la même manière qu'on a mal quand on revient sur un code qui a 5 ans? Bah, c'est vrai que, alors ouais, quand tu dis que ça fait 5 ans que je suis dans ce monde-là, c'est vrai, mais j'ai quand même mis beaucoup de temps avant de créer quelque chose de concret, parce que même si je suis enfin, même si pour moi, c'est tout à fait possible d'apprendre par soi-même, notamment dans le monde du code, qui est quelque chose de... Voilà, enfin, on trouve de plus en plus de ressources. C'est tout à fait possible de se former soi-même. Ça, on est d'accord. Mais moi, personnellement, j'ai mis quand même énormément de temps avant de me sentir confiant, on va dire, à créer ma première application iOS. Pour te dire, je crois que le moment où vraiment ça a fait un déclic, c'était pendant mon stage de fin d'études. Donc, ça faisait déjà, on va dire, 2 voire 3 ans que je m'intéressais au développement iOS et que je me formais un petit peu à ce moment-là. Donc, voilà, le recul, en fait, on va dire que j'en ai pas encore assez, en tout cas sur des projets concrets d'application. Mais c'est vrai que quand je reviens sur des formations que moi-même j'ai écrites et enregistrées, euh, on est tout à fait d'accord. J'aurais pas du tout expliqué certains concepts de la même manière. Il y a même des choses qui, on va pas dire qu'elles étaient incorrectes, mais elles étaient un petit peu trop vulgarisées, on va dire, ce qui fait qu'au final, elles sont un petit peu incorrectes. Donc oui, là-dessus, on est tout à fait d'accord. C'est quelque chose sur... Enfin, quand je reviens dessus, c'est sûr qu'il y a une marge de progression assez importante. Ouais. Est-ce que du coup tu fais du refactoring de tes formations de manière régulière? Alors, on peut appeler ça du refactoring, mais c'est à nuancer parce qu'en fait, si tu veux, là, mes formations, enfin, oui, dans le sens où la première formation pour créer sa première application à iOS, effectivement, elle a été publiée il y a déjà quelques années maintenant, on va dire il y a à peu près 3 ans. Il y a 3 ans, alors peut-être un peu plus de 3 ans, mais en gros, il y a 3 ans, le Swift UI, qui est une technologie assez moderne, parce que je crois qu'elle a à peine 2 ans maintenant, cette technologie-là n'existait pas. Donc, à l'époque, j'ai créé une formation voilà, qui utilisait, on va dire, les anciens outils pour créer des applications iOS. Et quand ce nouvel outil, le Swift UI, est sorti, je me suis formé un petit peu et il y a eu, on va dire, cette période de refactoring euh, qui était plutôt je jette tout à la poubelle et je recommence tout à zéro. Donc c'est pour ça que je nuance le propos. Mais effectivement, ça, c'est sûr et certain que sur ces formations, il y a du travail de mise à jour. Euh, et je pense que c'est même pas dû au fait qu'on soit passé, qu'il y a eu une grosse rupture de la part d'Apple il y a 2 ans, mais voilà, c'est juste que les outils évoluent. euh, et en plus, moi, ma qualité d'explication évolue, mais je pense que la qualité de mes vidéos, la qualité d'enregistrement et tout ce qui va avec, c'est vraiment négligeable par rapport à l'évolution des technologies. Ouais. Et donc aujourd'hui, cette chaîne n'a plus de vocation d'instruction du code en tant que tel, ou est-ce qu'il y a encore quand même une vocation de diffuser un certain savoir ou d'inciter les gens à faire du code?
Alors, effectivement, cette chaîne YouTube, elle a plus pour objectif d'inciter, effectivement, elle a plus pour objectif d'inciter les gens à se lancer dans le monde du code. J'essaye toujours, bien sûr, de créer du contenu qui soit instructif, mais c'est sûr que il y a beaucoup moins, il n'y a même plus du tout de technique pure et dure dans les vidéos. Et donc, pour toi, tout le monde doit apprendre à coder? Alors, je dirais pas que tout le monde doit apprendre à coder. C'est comme, ça me fait penser à un commentaire récent que j'ai eu sous une de mes vidéos, euh, où dedans je disais que tout le monde peut devenir entrepreneur, tout le monde peut se lancer en freelance, tout le monde peut créer sa boîte. Euh, pour moi, oui, tout le monde peut créer sa boîte et tout le monde peut apprendre à coder, mais tout le monde ne devrait pas forcément le faire parce qu'en fait, pour moi, c'est une question de personnalité et de projet de vie, on va dire. C'est-à-dire que si tu as une personnalité qui est créative, tu as envie de créer des choses et justement, l'informatique et la programmation, tu considères ça comme un outil qui te permet d'accomplir ces objectifs, dans ce cas-là, go. Mais effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas du tout créatives et je pense qu'il ne faudrait pas les forcer à rentrer dans ce monde-là si elles n'ont pas cet esprit un peu créatif et de logique qui sont, selon moi, nécessaires pour réussir, entre guillemets, ou en tout cas pour s'épanouir dans ce monde-là de la programmation. Oui, donc en fait, pour répondre à une question du chat, en fait, pour toi, le code, c'est une compétence parmi d'autres, et donc certains vont avoir besoin de l'apprendre ou envie de l'apprendre, tout comme on pourrait apprendre à coudre, à jardiner, à réparer une voiture. Ou est-ce que pour toi, ça fait partie d'un set de compétences je dirais pas indispensable, parce qu'en fait, c'est peut-être dans ce sens-là qu'est tournée la question de Grumpy dans le chat, c'est qu'il y a une notion, tu vois, comme l'informatique aujourd'hui, elle est partout. Cette compréhension du code, cette compréhension de l'informatique permet quand même une compréhension des outils qu'on a partout aujourd'hui dans le monde. Donc il y a quand même aussi une certaine utilité à savoir coder pour tout le monde. Donc tu vois, est-ce qu'on pourrait pas dire que il faut que tout le monde apprenne certaine base de programmation à minima, sans forcément aller jusqu'à du Swift, hein, parce que je comprends bien que le Swift c'est quand même une techno qui est pas hyper simple, mais est-ce que tout le monde ne devrait pas du coup avoir un bagage minimum de code? Bah, en fait, comme tu dis, selon moi, alors pour répondre à ta question, moi je dirais que oui, il faut se lancer dans l'apprentissage de cette compétence à partir du moment où tu en as besoin. Mais en fait, comme tu dis aussi, le code, il commence à être partout et c'est comme si on disait, bah, les maths, il faut les apprendre seulement à partir du moment où tu en as besoin. Mais les maths, on va dire que tu n'en as pas besoin seulement quand tu commences à faire un doctorat ou que voilà, enfin, tout simplement que tu fais une école d'ingénieur. Les maths, c'est quelque chose qui sert au quotidien, alors sans forcément aller jusqu'à des notions très poussées, mais les bases, effectivement, ça sert au quotidien, aussi bien directement que indirectement, parce que ça forge un esprit de logique, une façon de réfléchir, etc., etc. Et oui, je pense que la programmation, c'est exactement le même raisonnement, c'est-à-dire que on devrait commencer à l'apprendre à partir du moment où on en a besoin, mais comme c'est partout aujourd'hui, oui, je pense que on pourrait considérer ça comme une des matières, on va dire, fondamentales qu'on devrait apprendre et maîtriser. Il y a aussi une question, je trouve ça intéressant, tu vois, que tu lances une chaîne YouTube pour faire ce genre de contenu, on va dire, et que tu fasses de la formation à côté. Parce que tu viens toi-même, en fait, d'une école d'ingénieur. Donc, tu as une formation, on va dire, somme toute classique. Moi aussi, j'ai une formation ingénieur. Je ne le dis que pas assez, enfin, je le dis pas assez souvent, mais je le dis quand même souvent sur ce podcast. Il y a une certaine homogénéité dans le parcours des développeurs. C'est-à-dire qu'on est quand même nombreux à venir d'une école d'ingénieur. On est nombreux à être des hommes blancs. On est nombreux à avoir moins de 40 ans. Bon, moi, je ne suis plus concerné par cette tranche d'âge, mais tu vois, il y a une espèce d'homogénéité, en fait, du parcours. Et du coup, toi, tu as commencé ce contenu-là parce que tu as vu qu'il y avait une lacune de contenu orienté mobile en école d'ingénieur. Donc, tu as créé ce contenu-là pour ça. Mais du coup, ça permet aussi d'ouvrir le scope, on va dire,
des devs, parce que du coup, n'importe qui, grâce à ton contenu, peut apprendre à coder, quel que soit l'endroit d'où tu viens, en fait, quelle que soit ta formation, tes origines, le quartier d'où tu viens, ou ce genre de choses. Tu es en mesure de pouvoir apprendre de partout. Est-ce que ça faisait partie aussi de... est-ce que tu as créé ça aussi parce qu'en te disant, tu vois, je veux ouvrir ça, ou que tu t'es dit, changer le programme des écoles d'ingénieurs, ça sert, enfin, c'est trop vieux et c'est une grosse institution et je pourrais rien faire de particulier dessus. Enfin, tu vois, est-ce que cette notion d'ouverture, c'était aussi un sujet ou tu vois, pourquoi partir vers ce médium-là? Bah, effectivement, alors j'y ai pas pensé dès le début, mais c'est sûr que dès mes premières chaînes YouTube, en fait, j'ai pensé à la personne, en fait, enfin, tout bêtement, et je pense que la plupart des projets entrepreneuriaux commencent comme ça, ils sont fondés sur un problème personnel. C'est-à-dire que moi, j'avais un problème personnel, je me suis dit, comment est-ce que je peux le résoudre? Ok, c'est très bien, il y a des solutions, mais moi, personnellement, je galère un petit peu. C'est un peu compliqué d'apprendre cette technologie-là, c'est-à-dire de résoudre un problème, un besoin. Et c'est parti de là, je me suis dit, si moi j'ai envie de me former dans ce domaine-là et que je ne trouve pas des réponses à mes questions dans une école d'ingénieur, bon, je ne suis pas dans une école d'ingénieur hyper particulière avec un cursus très spécial. Enfin, je veux dire, toutes les écoles d'ingénieurs, en tout cas dans mon domaine, enseignaient plus ou moins la même chose. Donc je me suis dit, il y a de très fortes chances qu'il y ait des profils comme moi en France, dans des écoles d'ingénieurs, qui aient ce même problème. Donc c'est sûr qu'au début, c'était quand même très égoïste. J'ai monté ce projet-là pour résoudre mon problème. Et puis, effectivement, de fil en aiguille, il y a de plus en plus d'horizons, on va dire, qui sont arrivés sur cette chaîne YouTube. Et je suis assez vite rentré en contact. Enfin, voilà, j'ai assez vite attiré des profils qui étaient, par exemple, en reconversion, des personnes qui étaient en école de commerce et qui se sont dit, ah bah tiens, moi j'ai une idée, mais je ne sais absolument pas comment la concrétiser, enfin techniquement, je vais aller voir un peu ce qui se fait dans le monde du code et peut-être pourquoi pas apprendre moi-même. Donc j'avais pas ce raisonnement au début, mais c'est vrai qu'il est apparu assez rapidement, naturellement, en voyant le type de personnes qui étaient intéressées par mon contenu. Ouais. Et est-ce que du coup, il y avait aussi... parce que c'est un mode d'apprentissage qui est très différent de ce que tu as pu connaître en école d'ingénieur. On est quand même sur des cours qui sont très descendants. Tu as un prof qui vient t'apprendre quelque chose et tout le monde écoute dans la salle et essaie de reproduire ce que fait l'instituteur. Toi, tu as choisi du coup un mode de propagation du savoir qui est très différent. Est-ce que tu en as testé plusieurs? Est-ce que c'est celui qui te correspond le mieux aujourd'hui ou tu en fais du coup aussi qui te correspondent un petit peu moins? Comment est-ce que tu approches cette pédagogie du code? Alors, c'est une très bonne question. Et encore une fois, je t'avoue qu'au début, j'y pensais absolument pas, hein. Les premières formations, c'est OK, bah voilà, qu'est-ce qu'il faut enseigner? Bullet points 1, 2, 3, et puis on essaye d'expliquer ça de manière la plus claire possible. Mais en fait, je me suis assez vite rendu compte que il y avait deux façons de faire. Il y avait les écoles d'ingénieurs et les formations en ligne. Et pour moi, il y a deux façons d'approcher la connaissance. Il y a la première méthode qui est je pose des bases très très solides, je creuse des trous de plusieurs dizaines de mètres, je viens y couler le béton armé, et puis ensuite je vais construire ma petite maison par-dessus. Si c'est juste une cabane avec 3 rondins de bois, bon bah c'est bien, tant pis, au moins les fondations elles seront solides pour plus tard. Si c'est une maison, c'est encore mieux. Si c'est un immeuble de 40 étages, bon bah au moins ça va tenir. Mais ça, c'est ce qui était utilisé, enfin ce qui est utilisé, en tout cas d'après ce que je l'ai ressenti en école d'ingénieur, c'est-à-dire que on pose vraiment les bases et ensuite on construit par-dessus. Et puis souvent on arrive en fin de cursus et on n'a pas le temps de construire plus que ça parce que bon bah ça tu le feras en entreprise plus tard. C'est fait pour ça, ou durant les stages en entreprise. Donc on passe beaucoup de temps sur la théorie et très peu de temps. Alors, il y a quand même du temps sur la pratique, hein, mais en tout cas, selon moi, il y en avait trop peu. Et à côté de ça, il y a le processus qui est totalement inverse, qui est celui des formations en ligne, ou en tout cas celle auquel j'ai participé. Et ça, c'est un processus inverse parce que
on passe très peu de temps sur les bases, mais en même temps, c'est quelque chose que je comprends parce que pour l'avoir vécu, créer une formation en ligne, ça demande énormément de temps. Donc forcément, la partie théorique, on se dit, bon, allez, ça ne m'intéresse pas forcément, c'est un peu chiant, allez, hop, on la retire. Et on passe tout de suite sur de la pratique. Et ce qui fait qu'on se retrouve assez vite dans des formations à créer un clone de telle ou telle application, ou alors créer des applications qui sont très concrètes, on est d'accord. Mais est-ce que l'apprenant serait capable de comprendre tout ce qui se passe derrière, et surtout, euh, est-ce qu'il serait capable de le refaire lui-même? Pas forcément. Et ça, en fait, c'est un problème auquel j'ai vite fait face. Et heureusement, en fait, moi, je suis, entre guillemets, issu des deux mondes. Enfin, j'ai eu la chance de nager un peu dans les deux mondes, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'intégrer une école d'ingénieur et de baigner un peu dans les formations en ligne. C'est-à-dire que j'ai pu acquérir un bon socle de connaissances théoriques grâce à l'école d'ingénieur et ensuite les mettre en pratique sur mon temps personnel, le soir et les week-ends, à travers des formations. Et du coup, c'est quelque chose qui, selon moi, en fait, peut être mixé. C'est-à-dire que dans une école d'ingénieur, pour moi, tout n'est pas à mettre à la poubelle. Il y a des choses qui sont à garder, il y a des choses qui sont, voilà, enfin, c'est quelque chose qui, le fruit de plusieurs années de réflexion et de travail. Donc, c'est forcément quelque chose qui apporte une grande valeur. Mais voilà, il faut mélanger un peu les deux et rééquilibrer la balance entre la théorie et la pratique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans les formations que je propose aujourd'hui. Ah, tu évoquais justement le fait que quand tu as un enseignement qui est trop théorique, les gens ne sauront peut-être pas forcément refaire ce qu'ils viennent de voir. D'où la nécessité d'avoir un enseignement qui est plus pratique. Euh, En tant que dev, on se le dit entre nous, c'est un secret qui se passe de bouche de druide à oreille de druide, comme on dit, mais en fait, le dev, il fait quand même. Au final, on fait beaucoup de copier-coller. Ça nous arrive quand même de récupérer du code sur Internet, de récupérer des trucs à droite à gauche, mais au fur et à mesure que tu grandis, que tu mûris, on va dire que tu fais de moins en moins de copier-coller, surtout que tu comprends de mieux en mieux ce que tu copies-colles. Est-ce qu'avec un enseignement trop pratique, il n'y a pas le risque justement en fait que la personne fasse beaucoup de copier-coller du contenu de formation et du coup il a un code qui compile, qui fonctionne, qui donne du résultat, mais qu'il n'est pas suffisamment réfléchi, qu'il n'est pas suffisamment intégré les différentes notions qu'il a pu voir et se retrouver du coup en fait avec des trucs qui fonctionnent mais qu'en fait il ne sait pas plus reproduire non plus. En fait, c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. Quelqu'un qui n'a pas les notions théoriques, justement, il va se retrouver à faire du copier-coller. Mais en fait, l'ingénieur enfin le développeur qui est issu d'une formation, ingénieur en tout cas d'une formation où il y a pas mal de théorie, oui, au début, il va faire beaucoup de copier-coller, mais après, il va continuer à en faire, mais en comprenant justement ce qu'il copie-colle. Et le fait de comprendre, on pourrait se dire, bon, ok, c'est bien, mais au final, j'ai fait un copier-coller, donc peu importe que j'ai compris ou pas. Non, justement, parce que en général, quand on fait du copier-coller, c'est du copier-coller. Enfin, moi, personnellement, c'est du copier-coller pour gagner du temps, mais après, il y a une petite phase d'adaptation. Et c'est là où, justement, les notions théoriques sont hyper importantes, parce que on va comprendre que, d'accord, cette partie-là que j'ai trouvée sur un forum, je peux la prendre telle quelle, mais après, ce petit bout de code ou cette petite nuance ou cette ponctuation, enfin bref, peu importe, il y a des petits trucs qui, je comprends à quoi ils servent ou pourquoi ils sont là, et du coup, je peux les supprimer, je peux les modifier, je peux les dupliquer, enfin, vraiment adapter le morceau de code qui a été copié pour vraiment en faire, on va dire, sa propre création, mais en tout cas, faire une création qui soit adaptée au projet sur lequel on travaille. Et ça, justement, c'est grâce, en partie, et même en grande partie, grâce aux notions théoriques. Ouais. Et quelle est du coup ton approche sur tes formations? C'est-à-dire que euh, tu définis un ensemble de notions théoriques qu'il faut maîtriser et tu les illustres d'un ensemble d'exemples pour inciter les gens à pratiquer le truc, ou tu pars sur le mode on va essayer de construire une application qui, je sais pas, fait un flux de photos Instagram, bref, et du coup tu t'adresses les différents sujets comme ça, en fait, et petit à petit tu empiles tous les exemples, en fait, petit à petit, et du coup tu as un produit fini qui ressemble à quelque chose. Ouais, alors c'est ça, c'est effectivement dans mes formations, j'essaye que toute la formation
forme un projet principal. Donc, comme tu dis, on va travailler sur une application de flux photo, une application d'intelligence artificielle, une application type réseau social, etc., etc. Mais il y a un but dans cette formation. Et en fait, ce que j'essaye de faire, enfin, ce que je fais, c'est appliquer chaque notion théorique à travers une partie de ce projet. Mais ça, c'est le résultat. Et c'est pas comme ça que je le fais naître, on va dire, parce que une formation, en tout cas une formation pour les bases, après des formations qui sont plus poussées, où là j'assume que, enfin je suppose que les bases sont déjà acquises et là on se concentre plus sur la pratique pour faire une application qui est plus type réseau social ou plus type je ne sais quoi. En tout cas, si on parle vraiment des formations de base, quand je la crée, je fais plus le listing en fait des connaissances qui sont selon moi importantes à comprendre quand on découvre une technologie comme le Swift par exemple. Donc je fais le listing de toutes ces notions théoriques et après je me dis sur quel projet je vais pouvoir toutes les appliquer. Et puis des fois je prends un exemple, enfin, ça peut juste être un clone d'application et dans ce cas-là tout rentre, ou alors je prends un clone d'application et je me rends compte qu'il y a deux, trois notions qui à première vue, ne sont pas, on ne peut pas les faire rentrer directement dans ce projet-là, on ne peut pas les appliquer directement. Bon, bah, je fais une petite modification de cette application pour ajouter deux ou trois chapitres qui appliquent directement ces notions théoriques. Mais en tout cas, c'est sûr que le raisonnement, c'est quelles sont les notions théoriques à comprendre, à maîtriser. Une fois que le listing est fait, il y a une partie théorie. Donc là, c'est la partie un peu chiante, on va dire, même si j'essaye de la rendre la moins ennuyante possible. Mais il y a toujours une partie théorique. Et juste après avoir vu une seule notion théorique, on l'applique tout de suite à travers un projet. Et c'est ce qui, selon moi, fait qu'on arrive justement à intéresser les apprenants et que l'apprentissage continue dans le temps parce que là où une école d'ingénieur, on est quand même, on va le dire, forcé d'aller en cours, on est obligé d'aller apprendre ce qu'on nous enseigne parce que derrière, il y a des taux de présence, il y a des examens. Une formation en ligne, moi, je peux pas. Je peux pas dire, voilà, je peux pas mettre des notes, je peux pas réprimander si l'apprentissage n'a pas été fait. Donc, il a fallu trouver ce moyen de captiver les apprenants et de les pousser à terminer leur formation. Et c'est justement ce qui, selon moi, a manqué dans ma formation d'ingénieur, parce que très honnêtement, je me suis vite retrouvé à ne pas vouloir aller en cours et enfin voilà, je traînais des pieds le matin en allant à l'école, ça c'est sûr. Est-ce que c'est pas aussi le destin, on va dire, de tout étudiant, en fait, de traîner un peu des pieds avant d'aller en cours et que une fois que tu as fini ces choses-là et que tu commences à bosser et compagnie, et que tu vois, donc moi, par exemple, je participe beaucoup, enfin, autant que je peux, à Datech School, qui est une école pour développeuses, une école féministe de développeuses, où du coup, il y a une approche un petit peu différente du code. La majorité des apprenantes qui sont à Datech School sont des apprenantes qui sont en période de reconversion. Donc, c'est des gens qui ont déjà travaillé, ou qui étaient sur un autre chemin d'études et qui ont décidé de changer. Et où du coup, tu as une motivation autre, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que ce que tu décris, c'est pas qu'au final, simplement, les gens qui sont en école d'ingénieur, ils sont un petit peu là parce que c'était accessible, c'était la ligne directrice. Enfin, tu vois, il y avait une espèce de continuité jusque-là, mais que tu restes étudiant, tu restes élève. Là où, quand tu vas sur YouTube ou tu vas sur d'autres supports de formation, tu as une motivation propre, personnelle, à faire la formation. Et donc, c'est ça aussi qui fait que tu vas jusqu'au bout et que tu as une approche plus constructive, on va dire, de la formation. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis et c'est selon moi tout à fait vrai. C'est-à-dire que euh, les profils qui tombent sur mon contenu ou le contenu d'un autre, hein, peu importe, mais qui vont chercher justement, enfin, qui tombent sur ce contenu, ils sont allés le chercher. Ils sont allés chercher la connaissance, donc forcément, ils ont une motivation intrinsèque. Et ce qui explique tout naturellement le taux de complétion des formations, ou voilà, l'implication plus forte que dans une école d'ingénieur. Mais en fait, je pense que c'est certes, enfin, le fait de traîner les pieds, c'est certes une conséquence du chemin qui est tracé pour un étudiant. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une prépa, donc après le bac, j'ai pendant 2 ans suivi des cours très poussés, mais très généralistes,
pour ensuite intégrer une école d'ingénieur. Et c'est vrai que pendant ces 2 années, on m'a dit, bon, ben voilà, vous avez des facilités en maths, en physique, en chimie, éventuellement en informatique. Bon, bah, votre cursus classique, on va dire, c'est le cursus ingénieur. Et ensuite, vous aurez des postes à haute responsabilité, vous aurez quasiment toutes les portes qui vous seront ouvertes. Euh, ok, très bien, et c'est peut-être en grande partie vrai, mais ce qui manque selon moi, c'est justement euh, l'application de tous ces concepts à des projets concrets qui, même si ce n'est pas forcément des projets qui intéressent directement les étudiants, au moins ça va leur montrer ce qu'on peut faire avec et ils vont se rendre compte des possibilités qui s'ouvrent à eux, mais pas en termes professionnels, vraiment en termes projets concrets, des différentes possibilités qui s'ouvrent à eux grâce à leurs connaissances et à leurs compétences. Et je pense qu'à partir de là, si on arrive à leur montrer tout ça, à leur montrer tout ce qui est possible de faire grâce aux connaissances qu'ils sont en train d'acquérir ou celles qu'ils vont acquérir dans les quelques années qui leur restent durant leur parcours scolaire, bah, ils vont être beaucoup plus impliqués, aussi bien durant les horaires de cours que à côté, parce qu'ils vont se dire, ah bah tiens, attends, là on a parlé aujourd'hui d'un truc, on a expliqué vaguement que ça servait à faire ça. Attends, moi ça m'intéresse, je vais aller essayer de le construire sur mes heures perdues, quoi. C'est ce qui rejoint beaucoup la philosophie des écoles comme 42 notamment, qui ont une volonté d'enseignement beaucoup plus pratique et qui part du principe qu'en fait, apprendre un langage à des étudiants, ce serait intéressant si tu avais la certitude que dans 3 ans, le langage serait toujours dans la même version et toujours que les règles seraient tout le temps les mêmes quand la personne sort de l'école que quand elle a commencé. Enfin, tu vois que ça bouge tellement vite en fait que si je commence à apprendre le Swift à une promo à un instant T, quand ils sortent, en fait, on est déjà au Swift 3, il y a plein de trucs qui ont changé, enfin, tu vois, donc c'est compliqué. Donc, ils ont cette approche aussi de se dire, en fait, il vaut mieux apprendre en pratique ce que c'est que de développer. On leur apprend à apprendre, comme on dit souvent, aussi avec ça, et puis ils se débrouilleront sur toutes les technos qui arrivent. Là où les écoles d'ingé ont encore ce côté très procédural, très institutionnel, il y a toute une théorie, toute une construction, mais c'est aussi une base qui est quand même qui est quand même utile dans notre compréhension de notre métier. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'explique souvent, c'est que un langage de programmation, c'est un outil. Et ça reste qu'un outil. Mais un outil, en soi, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, il faut avoir un projet derrière. Et les outils évoluent. Enfin, je veux dire, les outils pour construire une maison, il y a 50 ou 100 ans, ce n'était pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a de l'électronique dedans. Mais au final, une truelle, qu'elle soit mécanique ou qu'il y ait de l'électronique, alors je ne sais pas si ça existe une truelle électronique, mais qu'il y ait de l'électronique dedans pour nous aider à, je sais pas, à améliorer le processus. Au final, si on comprend à quoi sert cet outil et pourquoi il est fait, que l'outil évolue, qu'il ait des technologies embarquées à l'intérieur ou pas, je veux dire, on sera toujours capable de l'utiliser parce que justement, on aura compris à quoi il sert et quel est le résultat qui est attendu avec cet outil. Je crois que tu n'es pas un auditeur régulier de ce podcast, mais je sais que ce que tu viens de dire, j'ai pas mal d'auditeurs qui doivent commencer à sourire un peu et savoir ce que je vais dire. Parce que cette analogie entre le langage et un outil, c'est une analogie que je fais souvent. Mon premier maître d'apprentissage, mon premier maître de stage, pardon, m'avait dit ça quand je suis arrivé dans son entreprise. Il m'avait dit, c'est bien, tu as appris un outil, maintenant il faut que tu apprennes un métier. Pour me faire comprendre qu'en fait, développeur, c'est pas tant que ça un métier. Il faut que tu sais maîtriser un outil, mais il faut après apprendre à l'appliquer dans un environnement de métier. Donc il faut apprendre ce métier-là. Parce que le langage, effectivement, comme tu le dis, c'est comme une truelle, c'est comme un tournevis, c'est comme une bétonneuse, c'est un outil. Donc c'est bien de le connaître, mais il faut après savoir l'utiliser correctement, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, j'avais une question, attends, j'essaie de retrouver. C'était sur justement le niveau des formations que tu as. Tu disais tout à l'heure que tu parlais des différents niveaux et du niveau de maturité. Est-ce que du coup, tu as fait des formations pour tous les niveaux, vraiment du genre quelqu'un qui connaît vraiment rien au code, jusqu'à quelqu'un d'expérimenté, ou tu t'es concentré sur une partie en particulier? Alors aujourd'hui, effectivement, les formations qui sont disponibles, ce sont des formations pour apprendre à créer sa première application iOS. Tu vas me dire, ça ne répond pas à ma question. Mais en fait, j'ai essayé de faire en sorte que la formation puisse être suivie aussi bien par quelqu'un qui n'y connaît rien en informatique et en programmation,
que par quelqu'un qui voilà, a déjà des compétences en développement logiciel, peut-être qu'il vient du monde du web ou alors du monde du développement mobile, mais Android. Donc j'ai vraiment essayé de créer cette formation pour qu'elle soit adaptée ou en tout cas compréhensible par tout le monde. Mais bien sûr, je me rends compte, et c'est tout à fait normal, que quelqu'un qui n'a aucune connaissance en programmation, par conséquent, qui n'a aucune connaissance en logique, en algorithmie, enfin, voilà, les bases sur les variables, les types, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui, quand on suit la formation, n'est pas nécessaire, dans le sens où on va plus ou moins comprendre ce qui est expliqué et on va quand même réussir à reproduire ce qui est fait dans la formation, c'est-à-dire créer une application iOS. Mais bien sûr, toutes ces bases, tous ces fondamentaux sont nécessaires pour justement aller plus loin. Et justement, aujourd'hui, je travaille à des formations, on va dire, complémentaires qui puissent permettre d'acquérir ces bases de manière beaucoup plus solide qu'en parlant brièvement dans la formation principale, pour justement permettre en fait à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, de passer un petit peu de temps sur cette formation complémentaire pour bien consolider les bases, on va dire, couler un petit peu le béton armé dans la terre, pour ensuite attaquer beaucoup plus sereinement la grosse formation, qui peut être attaquée directement par quelqu'un qui a déjà quelques années d'expérience en développement. Toutes tes analogies avec le monde du BTP me plaisent aussi beaucoup. C'est quoi le profil type des apprenants que tu as sur ta chaîne? Est-ce que tu as, enfin, sur ta chaîne ou sur tes contenus, est-ce que tu as ce genre d'informations ou pas spécialement? Alors, je dirais qu'il y a deux profils types qui, au final, sont regroupés en un profil type. Le profil type, tout naturellement, c'est celui qui veut créer son application iOS. Mais souvent, il y a deux raisons. La première raison, c'est alors, soit l'étudiant, soit le développeur qui est déjà dans le monde professionnel et surtout dans le monde du développement, mais qui a envie de créer sa première application pour deux raisons, soit parce qu'il a un projet entrepreneurial et dans ce cas-là, il se rend compte que son idée, elle peut être concrétisée à travers une application et donc il a envie de faire vivre son idée en créant son application et éventuellement en créant un business model autour. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, qui est aussi assez importante, et ça, je ne l'imaginais pas au début, c'est la reconversion professionnelle, tout simplement. Donc effectivement, il y a quand même pas mal de personnes qui sont, comme on le disait, soit déjà dans le monde du développement, mais il y a aussi une grande partie de profils qui ne sont pas du tout dans ce monde-là et qui se rendent compte de l'importance en fait de la programmation et du développement, alors à travers le développement mobile ou pas, hein, mais qui se rendent compte effectivement que ce monde-là c'est hyper important et que à partir du moment où on a une idée, on est très vite frustré si on ne peut pas la concrétiser, que ce soit pour du personnel ou pour du professionnel. J'ai quand même pas mal de profils qui sont déjà dans le monde professionnel, mais qui ont envie de rester dans le monde professionnel, mais dans le monde de l'informatique. Donc, c'est vrai qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie étudiant et la catégorie monde professionnel. Et dans ces deux catégories, on a ceux qui ont envie d'entreprendre et ceux qui ont envie, soit pour les étudiants, de se former un peu en avance pour devenir développeur iOS dans une entreprise, ou alors ceux qui ont envie d'entreprendre. Et est-ce que du coup c'est la disparition du métier passion de développeur? Tu as de plus en plus de développeurs sur le marché qui sont là par opportunité, je ne dis pas par opportunisme, je dis vraiment par opportunité, c'est-à-dire que c'est effectivement un métier qui est certes intéressant, qui est très porteur et compagnie, donc qui est très important comme tu le dis. Donc est-ce que c'est la disparition de ce côté un peu passion? On était entre, alors je dirais pas qu'on est entre passionnés jusque-là, mais tu vois, moi j'ai l'impression de croiser beaucoup plus de devs qui portent ça en eux, tu vois, qui sont vraiment passionnés par ça. Et est-ce que du coup, il n'y a pas de plus en plus des gens qui rejoignent ce métier-là pour des raisons X ou Y qui n'ont pas du coup ce feu au corps pour ce métier-là, quoi? C'est vrai que c'est une bonne question et alors moi j'ai peut-être pas assez de recul et d'expérience pour vraiment apporter mon point de vue, mais en tout cas
Enfin, j'aurais tendance à répondre non, dans le sens où il faut quand même, on va pas se mentir, il faut quand même être hyper passionné pour faire carrière dans le développement. Et c'est ce qu'on disait juste avant, à partir du moment où on veut, on a un projet professionnel qui se cache derrière cette formation enfin, pour devenir développeur, bon voilà, c'est quand même qu'on a une passion qui est derrière. Et si on n'a pas cette passion, pour moi, on ne tiendra pas. Parce que voilà, une formation de développeur, même s'il existe des formations très courtes de quelques semaines, et même si je l'avoue, hein, moi, mes formations, c'est quelques dizaines d'heures de vidéos. Donc, on est d'accord que juste avec ça, on ne peut pas arriver en disant, moi, j'y connais absolument rien, je vais suivre ta formation, et dans 10 heures de vidéo que je vais suivre en une semaine, eh ben, je vais pouvoir entrer enfin, frapper à la porte de n'importe quelle startup et devenir développeur. Non, ça, c'est pas possible. Parce que justement, derrière, il faut cette passion pour se forcer, et c'est même pas justement se forcer, il faut que ça vienne naturellement, euh, pour créer des projets personnels, créer ses propres applications, ses propres logiciels. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à répondre non, dans le sens où la passion va faire un tri tout naturellement. C'est-à-dire que voilà, les non passionnés vont très vite abandonner. Mais c'est vrai que d'un autre côté, la programmation est rendue de plus en plus accessible, c'est de plus en plus facile d'apprendre, ce qui fait que la barrière est de plus en plus petite. Donc, le facteur passion, bah, on peut plus facilement passer au-dessus. Donc, j'aurais plus tendance à répondre non, mais à nuancer. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ta nuance. C'est-à-dire je suis d'accord que la barrière à l'entrée est effectivement de plus en plus accessible. Si tu remontes, j'en ai parlé plusieurs fois ici ou dans d'autres podcasts. Moi, il y a une conférence que j'avais adorée. On avait demandé à un type d'imaginer ce que serait le code dans 40 ans. Et plutôt que d'imaginer ce que ce serait dans 40 ans, il a fait comme s'il était en 1970 et il imaginait, du coup, il faisait comme ce qu'un ingénieur de 1970 imaginerait ce que serait le code en 2010. Ce qui était du coup intéressant de voir le décalage en fait de là où dans 40 ans plus tôt on pensait qu'on serait et là où on était réellement. Il avait même fait sa presse sur un rétroprojecteur, il est transparent, il avait les petits stylos dans la poche, en fait, il avait joué le rôle jusqu'au bout. Et c'était intéressant parce qu'il racontait que à l'époque, donc en 1970, les gens qui faisaient de la programmation, qui faisaient de la programmation de processeurs, considéraient que les gens qui faisaient de l'assembleur, c'était pas des vrais devs. Et que ceux qui faisaient de l'assembleur considéraient que ceux qui faisaient du C, c'était pas des vrais devs. Parce que c'était trop facile, tu vois, il y avait un côté, c'était trop haut niveau, enfin tu vois, du coup c'était pas du vrai dev. Et du coup il disait on peut espérer que cette tendance-là disparaisse. Clairement non, puisqu'on continue à avoir ce genre de... Il y a encore des gens qui ont ce genre de débat sur qui est un vrai dev et qui n'en est pas. Mais du coup c'était intéressant effectivement de voir parce que l'assembleur, c'est beaucoup plus compliqué, bien évidemment, que du Swift. Tu vois, le Swift, effectivement, était très haut niveau. Il y a plein de choses qui sont hyper simplifiées. Mais le C, qui est quand même plus compliqué que le Swift, était quand même déjà plus simple que l'assembleur. Donc je suis d'accord que cette barrière à l'entrée, elle disparaît petit à petit. Mais tu vois, quand tu évoquais les difficultés du métier, je pense pas que ces difficultés aient changé de niveau. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je pense en fait qu'il y a une marche à franchir quand tu es développeur professionnel. Je pense que apprendre, devenir dev, c'est facile, mais devenir développeur professionnel, tu vois, il y a une marche quand tu commences à bosser dans des grands groupes, sur des grands projets et compagnie. Je pense qu'il y a assez vite une marche qui peut être assez violente à passer parce que je pense vraiment que la barrière, tu vois, ce niveau-là, lui, n'a pas changé. Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et pour reprendre un peu l'analogie des constructions de bâtiments, c'est vrai que aujourd'hui, c'est de plus en plus facile avec toutes les machines, toutes les technologies qu'on a de construire des tours de plus en plus hautes. Mais je veux dire, celui qui n'a aucune formation d'architecte, enfin voilà, celui qui n'a aucune formation d'architecte, demain, on pourra lui donner n'importe quel outil entre les mains, bah, il saura construire une cabane et c'est tout, quoi. Il ne saura pas construire quelque chose de plus haut. Et donc, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que il y a, comme on disait, la maîtrise des outils
mais il y a aussi tous les concepts, les théories, les notions qui sortent un peu de la technique pure et dure en utilisant l'outil, en manipulant l'outil. Et ça, forcément, ouais, je suis d'accord, ça n'a pas évolué et il faut toujours les maîtriser. Ouais. Moi, ce que je trouve merveilleux dans ta démarche en fait, de démocratisation de ce métier-là, c'est que, bon, déjà, je trouve qu'on fait un métier formidable. Et donc, je suis toujours partant pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui le fassent. Que bien évidemment, je pense que c'est même nécessaire que les équipes se diversifient un petit peu et qu'on sorte un peu des schémas préformatés qu'on peut avoir. Mais alors, j'ai plusieurs fois fait cette analogie, je sais que je te l'ai faite aussi quand on préparait cet épisode, mais je parle de plus en plus en tout cas de Ratatouille. Donc avec ce fameux livre de Gusto qui s'appelle Tout le monde peut cuisiner, qui scandalise comment s'appelle, pas le gastronome, mais le critique gastronomique, pardon, qui considère que ce n'est pas possible parce que tout le monde ne peut pas cuisiner, parce que tout le monde ne peut pas être un grand chef, sinon ça ne veut plus rien dire, et qui comprend au fur et à mesure de l'histoire, en fait, que quand Gusto sort son livre en disant que tout le monde peut cuisiner, ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir un grand chef, mais qu'un grand chef peut venir de n'importe où. Et que c'est ça la beauté. C'est là-dessus que moi je trouve que votre démarche est top. C'est que c'est effectivement une façon d'ouvrir un peu ce métier-là à tout le monde. Donner des nouveaux moyens à des gens de découvrir ce métier-là, de s'orienter vers ce métier-là. Et je trouve que forcément c'est une démarche qui est merveilleuse. Donc je trouve que c'est un super projet. Et justement sur cette notion de démocratisation, alors, tu es peut-être encore un petit peu jeune, excuse-moi, je me permets l'expression, mais moi, j'ai connu, de mon grand âge, l'arrivée des stores, et notamment de l'App Store, donc l'environnement iOS. Et ça aussi, ça a été un facteur phénoménal dans la démocratisation, parce que du jour au lendemain, déployer une application, c'était devenu hyper simple par rapport à ce que c'était avant, où il fallait avant des distributeurs, des revendeurs, enfin, tu avais tout un ensemble de maillons sur la chaîne, et aujourd'hui, ça se fait de manière extrêmement simple. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu sais quelle est la proportion de gens qui ont suivi tes formations et qui vont réellement publier une app après sur l'un des stores, enfin sur le store, parce que du coup, tu fais que Swift. Ouais, alors c'est vrai que cette statistique, je ne l'ai pas encore. J'ai eu des retours effectivement hein, d'étudiants qui sont revenus vers moi. Alors souvent, c'est quand même plusieurs mois après parce que la grosse formation que je propose, c'est vrai qu'en soi, elle peut permettre de créer sa première application et de la publier sur les stores, mais il faut que son idée d'application et de son projet soit quand même relativement peu ambitieux, en tout cas en termes de fonctionnalité. Ouais. Et en général, les personnes qui suivent mes formations le font aussi parce qu'ils ont une idée d'application en tête qui est souvent assez ambitieuse, même des fois peut-être un peu trop, en tout cas pour une première version. Et donc, il y a toujours un petit peu ce délai hein, entre le moment où ils terminent la formation et le moment où ils arrivent à créer quelque chose de concret qui match plus ou moins avec ce qu'ils avaient en tête. Donc, j'ai quelques retours, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'en termes de statistiques, je ne les ai pas. Et on ne va pas se mentir, hein, je pense aussi que cette proportion est très faible, d'une part parce que le taux de complétion de mes formations est quand même assez faible. Ça, c'est un truc sur lequel j'essaie toujours de travailler. Donc, je n'ai pas cette statistique, mais c'est sûr que voilà, l'apparition des stores, c'est quelque chose qui a rendu la publication et le déploiement d'une application et surtout l'expression en fait, de chacun en termes d'idées de projet et de développement beaucoup plus accessible. Oui, et pour reprendre ce que tu disais sur la complexité, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est difficile à apprendre. Je ne sais pas si tu arrives à l'approcher dans tes formations, c'est la compréhension de la complexité. C'est-à-dire que un projet dev, en fait, ça peut être très facile à faire, et puis d'un coup, tu rajoutes une feature en fait, qui te multiplie par 10 ton temps de dev, parce qu'en fait, c'est le truc qui est hyper compliqué. Et je pense que c'est difficile quand tu commences de mesurer en fait, ce qui est facile à faire et ce qui est difficile à faire. Toi, est-ce que tu essaies d'intégrer ce genre de notion-là dans ta formation et comment du coup tu dois aussi peut-être hiérarchiser tes contenus entre qu'est-ce qui va faire le chapitre 1 et ce qui sera le chapitre 22. Tu as aussi ces notions-là de complexité. Comment est-ce que tu construis du coup ce parcours? Ouais, alors c'est vrai que c'est quelque chose que je ne mets pas forcément en place dans les formations, en tout cas dans les formations purement techniques, parce que voilà, on se concentre sur l'aspect technique et sur le fait d'apprendre de nouvelles compétences. Et, euh, et c'est ça justement en fait qui permet, en tout cas, enfin, moi personnellement, j'ai encore
toujours beaucoup de mal à estimer le temps de développement d'une feature, par exemple, mais je me rends compte que c'est en le faisant qu'on commence à comprendre, ou en tout cas à estimer de manière plus fiable combien de temps ça va prendre. D'une part, parce que en le faisant une première fois, on comprend comment ça fonctionne, et en le faisant une deuxième fois, on arrive à le faire plus rapidement, et troisième fois, etc. etc. Donc, les formations techniques sont quand même très axées sur le technique et sur le fait d'acquérir de nouvelles compétences. Après, il y a d'autres formations qui, notamment, sont en préparation, mais où là, on est plus centré sur le côté entrepreneurial de la chose, le côté création d'une boîte et d'un business qui est centré autour d'une application. Et là, il n'y a pas forcément ce côté estimation, mais il y a ce côté attention. Le développement, surtout quand on parle de développement pur et dur, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas des outils no-code qui permettent de faire des versions 0 beaucoup plus rapidement. Là, on est vraiment sur du code pur et dur. Attention, ça prend beaucoup de temps. Et il y a j'essaie vraiment de modérer et d'expliquer aux apprenants que ça prend énormément de temps et qu'il faut, quand on lance un projet, faire valider des fonctionnalités le plus rapidement possible et essayer de créer une version extrêmement simplifiée de l'application pour la tester et ensuite venir l'améliorer par-dessus. Top. Écoute, merci beaucoup. Je te le redis, je trouve que cette mission que tu as, elle est formidable. Bravo pour tout le contenu que tu produis, que ce soit sur ta chaîne ou sur tes formations. Je trouve que c'est une très belle mission. Donc, merci pour ce que tu fais et merci d'être venu aussi sur ce podcast. J'aurais juste une dernière question avant de conclure, qui est la question rituelle du podcast IFTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Tabulation, au risque d'en froisser certains, mais moi c'est tabulation sans aucun doute. Top. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi, salut. Et merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que cet épisode vous a intéressé autant que moi et vous aura donné envie, si vous êtes développeur de longue date, de donner envie à d'autres personnes de rejoindre ce métier aussi, qui est un métier formidable, vous en conviendrez. N'hésitez pas du coup à les rediriger vers la formation de Quentin pour faire du développement Swift ou d'autres. Il y a plein de chaînes qui existent, il y a plein de contenus qui existent pour s'orienter vers ces métiers-là. Voilà, je vous invite en tout cas à faire en sorte que ce métier se propage et que de plus en plus de gens nous rejoignent. Je vous invite aussi, comme toujours, de continuer à partager ce podcast autour de vous, que ce soit auprès de néophytes ou de gens passionnés, de nous rejoindre sur Twitter, sur Discord pour participer à tout ça, sur le Patreon si vous en avez envie. Il y a aussi la boutique ftt.io si vous voulez acheter des petits goodies. Voilà, je vous remercie pour tous les échanges que j'ai au quotidien avec vous sur ces différentes plateformes. C'est absolument canon. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.